Bienvenue sur M-Provence. Nous sommes avec Reine Pratt, l'autrice du précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, Exploser le plafond, qui a été édité donc en octobre 2021, qui fait suite à une montée en puissance des inégalités, malgré certaines mesures du gouvernement. Dans votre livre, vous analysez les mécanismes linguistiques qui ont amené une culture de la domination masculine. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces mécanismes-là ? Alors, la question de la langue, à laquelle je consacre le premier chapitre de ce livre, est une question importante parce qu'en effet, à partir du moment où les femmes ont été autorisées à venir sur des plateaux à jouer la comédie, donc on les a appelées actrices, du verbe acter, donc acteur, actrice, actrice, acteur, l'Académie a interdit l'usage du mot autrice. Donc il est extrêmement important de le réutiliser aujourd'hui. Alors, cette question de la langue, elle porte sur le vocabulaire. Par exemple, poétesse, peintresse, sont tous des mots qui ont disparu de la langue, donc il convient de réutiliser, mais les formes grammaticales aussi. Et il y a un exemple que je cite dans le livre, qui est on voudrait que satisfaite je le sois, mais en fait non, je ne la suis pas. Et la formule grammaticale correcte, c'est d'accorder avec le féminin. Donc, or, on a remplacé toutes les formes féminines par des formes masculines. Et c'est le moyen, comme je le disais, d'éliminer les femmes de l'histoire. Donc, réécrire l'histoire et libérer la langue française, c'est effectivement le premier sujet de ce livre. Dans le monde culturel, il n'y a pas suffisamment de femmes. Vous dites qu'on devrait obliger la nomination de femmes pour atteindre l'égalité. Est-ce que vous pouvez développer cette pensée qui est quand même un petit peu plus radicale, puisque on dit de vous que vous êtes radicalisée à votre corps défendant? Oui, je dis que je me suis effectivement radicalisée depuis l'écriture de mes premiers rapports au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses à la racine. Et en outre, le terme radicalisé nous a été, pour ainsi dire, volé, puisqu'il est utilisé aujourd'hui dans des cas très spécifiques. Et je crois que ça aussi, c'est un processus de libération de la langue, que de se réapproprier des mots qu'on nous interdit parce qu'on les utilise dans un sens extrêmement étroit. Effectivement, je crois qu'il faut prendre les choses à la racine et analyser plus profondément et prendre des mesures plus coercitives ou plus incitatives. Alors, la question des mesures prises par le gouvernement, moi, j'ai rien contre, je trouve que c'est très bien. Simplement, je crois qu'il faut aussi aujourd'hui avoir en tête qu'il y a plusieurs niveaux d'action qui peuvent permettre de transformer les choses. Alors, il y a un niveau politique, donc au niveau du gouvernement, au niveau des élus, dans les collectivités territoriales, par exemple, ça c'est le niveau politique. De volonté politique, il n'en existe pas aujourd'hui. En revanche, il y a un affichage politique. L'affichage, c'est déjà quand le gouvernement affiche que l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité réelle, doit devenir une grande cause nationale. Cet affichage permet aux administrations de proposer un certain nombre d'outils pour essayer de transformer ces situations inégalitaires, que ce soit en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes ou d'exclusion des personnes racisées et de toutes sortes d'autres inégalités comme la grossophobie, la transphobie, l'agisme, etc. À partir du moment où il y a des mesures au niveau administratif qui sont proposées, si les institutions s'en emparent, ça permet de transformer les choses. Mais si les institutions ne s'en emparent pas, ça ne sert absolument à rien. Alors, je peux donner un exemple d'une institution qui s'est emparée de certaines propositions, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui est donc la plus prestigieuse institution de formation au théâtre, de formation de comédiens et de comédiennes, et qui est dirigée depuis quelques années par Claire Lannes. Claire Lannes est une femme qui a été la première donc nommée à cette direction depuis que cet organisme existe au XVIIe siècle, et elle s'est emparée d'une proposition du ministère de la Culture qui est d'élaborer et d'adopter des chartes pour l'égalité et la diversité dans les établissements d'enseignement supérieur culture. Et dans cette charte, elle propose que la notion d'emploi, c'est-à-dire les types de rôles, la jeune première, le jeune premier, le barbon, etc., que cette notion soit définitivement abolie
et que les candidats qui se présentent pour passer le concours, pour entrer comme élève au conservatoire, puissent se présenter comme hommes, femmes, non-binaires, autres, ce qu'ils veulent. Alors ça a une incidence forte, c'est-à-dire qu'à partir de là, n'importe qui peut interpréter n'importe quel rôle. On sort donc des conventions et des normes qui veulent qu'un rôle de jeune première ne peut être interprété que par une femme qui soit jeune, qui soit blanche, qui soit mince, et ce qui prive toute personne qui ne correspond pas à ce profil de jouer les rôles de jeune première, c'est-à-dire les rôles d'amoureuse. Ce qui veut dire qu'une personne grosse ne peut pas être amoureuse, par exemple. Donc ces représentations proposées par le théâtre, mais aussi par les arts plastiques, enfin par tous les arts subventionnés par le ministère de la Culture, font que une grande partie de la population ne peut pas se reconnaître dans ces représentations. Donc cette institution, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, s'est emparé de cette proposition et transforme les choses au sein du conservatoire. Donc ça, c'est un autre niveau qui est absolument nécessaire pour que les mesures proposées par les administrations servent à quelque chose. Après, il y a aussi ce que les individus, collectivement ou individuellement, peuvent faire. Par exemple, je conseille maintenant aux élèves des écoles d'art de réclamer que leur professeur, j'étais dans une école d'art récemment, où un professeur d'histoire du cinéma n'a jamais évoqué le nom d'aucune réalisatrice. Donc, je disais aux élèves, de toute façon, il a sa totale autonomie pédagogique, donc sa hiérarchie ne peut pas intervenir. Par contre, les élèves peuvent aller le voir en lui disant « Monsieur, nous avons besoin d'une histoire du cinéma complète, pas seulement de la moitié. Donc, nous exigeons que vous nous appreniez aussi l'histoire avec toutes les réalisatrices qui ont été à l'origine du cinéma et qui ont produit et réalisé des films depuis les débuts du cinéma. Le CNC a adopté un plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Les aides du CNC sont conditionnées à la formation des directions à cette problématique-là. Les comportements inappropriés sont banalisés, tolérés, voire justifiés aussi au nom de la liberté artistique du créateur. Sur ce point qui est extrêmement important, alors je consacre un chapitre que j'ai intitulé « Liberté de création, mais de quoi parle-t-on ?» Ce qui est très grave, c'est que ce n'est pas seulement les nouvelles générations. Je crois que les nouvelles générations, elles ont compris. Dans toutes les rencontres que je fais autour de ce livre, je vois des jeunes femmes et quelques jeunes hommes qui ont tout à fait compris, qui sont tout à fait conscients. En revanche, au niveau du ministère de la Culture, je dirais qu'on régresse. En 2016, le ministère de la Culture a fait adopter une loi qui s'intitule étrangement « Loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine ». Donc on ne voit de la partie qui concerne la création artistique, ce qu'on appelle encore la création artistique, que je conteste aussi, on ne parle que de cette liberté de création, la liberté accordée aux créateurs. Et ce qui est expliqué aussi par l'Observatoire de la liberté de création, qui est une émanation de la Ligue des droits de l'homme, c'est que la liberté de création donne des droits beaucoup plus larges que ceux donnés par la liberté d'expression qui est accordée à toute citoyenne et à tout citoyen. La liberté d'expression veut bien dire ce qu'elle dit, c'est que toute citoyenne ou citoyen est libre de faire part publiquement de ses pensées, de ses avis, voilà, et de s'exprimer librement, sauf à partir du moment où ça vient contredire la liberté ou le bien-être de quelqu'un d'autre. Eh bien, la liberté de création, prétend-on, s'exerce sans aucune contrainte. Donc là, je crois que c'est extrêmement grave. Et ce qui va avec cette idée, il y a celle de distinguer, comme on le dit, l'homme de l'artiste. Alors l'artiste va être consacré, même si l'homme a violé des petites filles, et ça n'empêchera pas qu'on accorde un 5e César à Roman Polanski. Vous avez une belle définition du féminisme. Par féminisme, vous entendez toute femme ou tout homme ayant vécu ou étant consciente
des violences exercées quotidiennement contre les femmes, les gays, les lesbiennes, les trans, et luttant contre ces violences et contre toute forme d'inégalité. C'est une définition qui va au-delà de la définition stricto sensus du féminisme. Vous avez quand même une pensée qui est au-delà de la pensée binaire, où vous essayez d'avoir un petit peu dans la contradiction, un dépassement de ces contradictions-là. Et c'est une méthode qui est quand même assez philosophique. Peut-être, alors je ne suis pas philosophe, ni sociologue d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est en travaillant, en lisant beaucoup d'autrices et quelques auteurs qui travaillent sur ces questions. Et c'est vrai que ce livre associe beaucoup d'autrices et d'auteurs, et je fais beaucoup de citations parce que je pense que sa pensée, la pensée que chacun peut avoir, s'alimente et s'enrichit de la pensée des autres. Et donc les citations que je fais, elles s'articulent à mon texte, et mon texte est enrichi par ces citations-là, et dans toute leur complexité. Et je crois qu'effectivement, on est dans une problématique extrêmement complexe, mais en même temps, une fois qu'on tire un fil, ça devient assez simple de découvrir, de prendre conscience de ces situations et des méthodes que l'on peut employer chacune et chacun pour transformer ces situations. Moi, je n'ai jamais pensé qu'on puisse être féministe sans être antiraciste, anti toute discrimination. Et j'ai mis un peu de temps, il a fallu que je lise Françoise Vergès notamment, qui nous explique comment il y a un féminisme blanc occidental qui ne prend pas en compte les problématiques spécifiques des féministes racisées, des féministes qui vivent dans d'autres cultures, et féministes blanches qui s'imaginent pouvoir dire aux autres ce qu'il faut qu'elles fassent et comment il faut qu'elles organisent leur lutte. Or, les autres n'ont pas attendu pour s'organiser, et il est temps, me semble-t-il, que le dialogue s'instaure et que nous puissions être toutes, et les quelques-uns qui veulent bien, unis dans nos différences pour transformer un monde qui ne nous convient pas. Et l'intérêt de votre livre, justement, c'est qu'il permet, pour reprendre une expression de Kant, de nous réveiller de notre sommeil dogmatique. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Je crois que grâce aussi à toutes celles que je cite, il nous aide à penser. Et à aller encore plus loin. De toute façon, depuis qu'il est sorti, moi je suis déjà allée encore plus loin dans la manière de réfléchir à toutes ces questions.